1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, on va combiner plusieurs vidéos précédentes pour pouvoir déplacer nos unités sur la grille lors du combat. Et par ça, je veux dire qu'on va afficher les cases qui sont atteignables et à chaque fois que l'unité va se déplacer, on va consommer des movement points. Donc, si jamais l'unité n'a plus de movement points durant son tour, elle ne pourra plus bouger jusqu'au prochain tour. Et ça va nous permettre de déplacer toutes les unités de la grille pendant le combat à chacun de leur tour. Donc, on est parti. Donc, dans Unreal, avant de passer au code principal de la vidéo d'aujourd'hui, je vais nous préparer deux petites fonctions utilities qu'on va utiliser plus tard dans la vidéo. Donc, première chose que je vais faire, c'est aller dans Grid, dans mon grid Pathfinding, donc BP Grid Pathfinding. Et ici, dans mes fonctions, je vais aller dans ma fonction getValidTileNeighbors. À la fin de la fonction ici, on a une node de select qui nous permet d'obtenir le coût de chacune de nos tiles, dépendant du tile type ici. Mais cette fonction-là, on va devoir l'utiliser ailleurs dans notre projet. On ne veut pas seulement l'utiliser ici. Donc, ce que je vais faire, c'est la déplacer à l'intérieur de notre fonction library utilities qu'on a pour le pathfinding. Donc, pour ça, je vais retourner dans Entry et je vais aussi ouvrir dans Utilities ma BFL Tile Data. Donc, je vais l'ouvrir et ici, je vais me créer une nouvelle fonction que je vais nommer getTileTypeCost et on va déplacer le code à l'intérieur. Donc, je vais copier ma select node, la mettre à l'intérieur et refaire ma fonction avec le return et tout. Et la voici, donc getTileTypeCost, je return le cost à la fin et je vais mettre la fonction pure pour que ce soit plus facile à appeler. Parfait, maintenant on peut compiler et retourner dans notre grid pathfinding pour remplacer le select qu'on a ici. Donc je vais juste le supprimer et appeler la nouvelle fonction, donc getTileTypeCost, et je vais simplement l'attacher de cette façon. Donc on prend le cost pour enter the tile comme ça ici et on la connecte et voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on a une fonction qu'on peut réutiliser ailleurs dans le projet et qui va nous permettre de obtenir le coût de chacune de nos cases, peu importe le contexte. Et la deuxième fonction utilities que je voulais faire, c'était dans le pathfinding. Donc, je vais simplement la créer ici, une nouvelle fonction, et je vais la nommer getPathCost. On va utiliser cette fonction-là pour obtenir le coût total de notre path. Donc, on va prendre tous les index, on va les additionner ensemble et on va retourner le coût à la fin de la fonction. Donc, c'est à ça qu'elle va servir. Et c'est à ça que la logique de la fonction ressemble. Donc, ici en input, je lui passe un path. Donc, c'est un array de endpoint qui va contenir tous les index du path qu'on veut calculer. Et en output, ici, je return le cost. Donc, c'est juste un integer, ça va être le coût total du path. Et ensuite, pour pouvoir bien retourner à la fin, ce que je vais faire, c'est me créer une variable locale que j'ai nommée RT pour return. Et ensuite, je peux le connecter à la fin. Donc, ma variable locale est ici, c'est un integer. Je le mets à 0 au tout début de la fonction et on va additionner le coût de chacune des cases à ce 0-là. Comme ça va incrémenter dépendant de la longueur du path. Et justement, c'est ça qu'on va faire en utilisant une for each loop. Donc, on prend notre path et on loop à travers toutes les cases pour obtenir chacun de leurs coûts. Et ce qu'on va faire, c'est les additionner avec notre return. Donc, on a notre return, on ajoute le coût de nos cases et on le retourne et on reset le return. Comme ça va toujours l'additionner. Et ici, bon, OK, pour obtenir le coût de nos cases, on fait un find dans nos grid tiles et ensuite, on obtient le tile type à l'intérieur du find et ça nous donne le cost. Et voilà, maintenant, on peut setter notre return. Comme ça, on va juste incrémenter le coût du path jusqu'à ce qu'on arrive à la fin et qu'on ait tout calculé les cases et on va pouvoir retourner le résultat à la fin de la fonction. Et c'est tout, donc on a fini avec le BP Grid de Pathfinding et le BFL Tile Data pour aujourd'hui, donc on peut les fermer les deux. Et donc, bon, c'est le temps de sauter dans le vrai sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on va faire une nouvelle action qui va nous permettre de déplacer nos unités sur la grille. Cette action-là va combiner plusieurs autres actions. Donc, on va avoir l'action qui nous permet de montrer les reachables, l'action qui nous permet de déplacer notre unité, évidemment, et ainsi qu'une autre action qui nous permettrait de over les autres unités et réagir, dépendamment de quelle unité qu'on a sous la souris. Donc, ça fait plusieurs choses ensemble. Je me suis dit qu'on pourrait soit utiliser les actions qu'on a déjà et les combiner ensemble d'une certaine façon, ou dans mon cas, je crois que c'est plus propre si on crée simplement une nouvelle action pour faire ça. Donc, on va aller se créer une nouvelle action et c'est la façon qu'on va le faire. Donc, dans combat, en fait, non, dans player action ici, dans notre dossier de combat, en fait, ce que je vais faire, c'est ici, ces actions-là ne sont pas vraiment reliées au combat, seront plus à faire du setup de notre grille avant de commencer le combat. Et c'est pour ça que je pense que je vais simplement renommer ce dossier-là combat setup à la place de juste combat. Donc, ça va vraiment nous identifier les actions qui sont vraiment utilisées lors du combat et les actions qui sont utilisées avant le combat, juste pour préparer le combat, dans le fond. Donc, je vais avoir combat setup ici. Donc, setup, je renomme mon dossier. Et maintenant, ici, à l'intérieur de mon dossier de combat, je me crée ma nouvelle action. Avant de faire ça, je vais juste réparer les redirecteurs, juste pour être sûr que ça ne cause pas de problème. Voilà. Bon, ça a supprimé mon dossier de combat, donc on va le recréer. Combat. Voilà. Donc, j'ai mon dossier de combat ici qui va avoir les vraies actions de notre combat et les actions du combat setup qui sont juste ici.
Bon, donc là, on est prêt à nous créer notre action qu'on va utiliser pour aujourd'hui. Donc, je vais juste faire clic droit sur mon BP Action, me créer un nouveau child du BP Action que je vais nommer action underscore CBT underscore move. Et je vais déplacer cette action-là à l'intérieur du dossier de combat parce que c'est là qu'elle va aller. Et à l'intérieur du dossier de combat, bon, je vais l'ouvrir parce qu'on va faire le code de cette action-là maintenant. Mais avant de sauter directement dans le code, on va prendre un petit peu de temps juste pour regarder le design de ce qu'on veut faire avec cette action-là. Parce que là, on est en combat. Qu'est-ce qu'on veut faire? On est en combat, c'est à notre tour de jouer, notre unité est sélectionnée. C'est quoi qu'on fait avec notre action? Donc, l'état initial, premièrement, on veut que les cases reachable de l'unité qui est sélectionnée soient visibles. Comme ça, le joueur, il sait où est-ce qu'il veut aller sur notre grille. C'est où les places qu'il peut aller sur la grille. Donc, l'unité est sélectionnée, elle peut se déplacer 3 cases, on montre toutes les cases qui sont autour d'elle. Et si le joueur, il passe sa souris sur une des cases qui est dans les reachable, donc une des cases qui est visible en ce moment, qui affiche les reachable de l'unité qui est sélectionnée, si le joueur passe sa souris sur une de ces cases-là, eh bien, on veut dessiner le path. On veut que le joueur sache, OK, c'est ça le path que l'unité va se déplacer et utiliser lorsque le joueur va cliquer. Et justement, si le joueur clique sur la case, eh bien, on déplace l'unité, évidemment. Donc, on montre les reachable. Si jamais on passe notre souris par-dessus une des reachable, on montre le path. Et si le path est valide et que le joueur clique, on déplace l'unité. Jusque-là, c'est simple. Ensuite, il y a le prochain élément de design ici qui complique les choses un tout petit peu. On veut que si jamais le joueur il passe sa souris par-dessus une autre unité que son unité à lui et une des cases qui sont déplaçables et des choses comme ça, on veut que si jamais le joueur passe sa souris par-dessus une des autres unités, on affiche sa portée de reachable à cette unité-là. Comme ça, on va pouvoir plus facilement développer des stratégies dépendant d'où ce que les unités peuvent se déplacer sur la grille. Ça va juste aider le joueur à déterminer, OK, cette unité-là peut se rendre jusque-là, celle-là peut se rendre jusqu'ici, et des choses comme ça. Donc, ça va être un petit peu plus complexe, mais c'est un élément de design qui est quand même important et qu'on va faire aujourd'hui. Et finalement, dans les autres ici, il y a deux petites choses que j'aimerais faire. C'est que si jamais l'unité est en mouvement, donc l'unité ne se déplace pas, on ne montre pas les reachable. Et une fois que l'unité a fini son mouvement, on cache le path. Donc, c'est vraiment juste pour cacher les cases, enlever l'interface qui sert à rien lorsque l'unité se déplace et est en action. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près le design qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est quand même beaucoup d'éléments. Donc, on ne perdra pas trop de temps et on est parti. Et donc, on va commencer par l'état initial. Donc, on affiche les reachable. On va commencer par les reachable. Et tout ça, dans le fond, ça va être basé sur une action qu'on a déjà fait avant. C'est notre action Select Tile and Unit and Generate Reachables. Donc, si vous voulez copier du code à partir de là, vous allez devoir pouvoir le faire si vous voulez. Mais sinon, je vais tout recouvrir le code ici relativement rapidement, mais on va quand même passer au travers de tout. Donc, ici, dans notre action Combat Move, je me suis créé deux nouvelles fonctions à gauche ici. Donc, j'ai la fonction Generate Reachable qui va nous permettre de générer des Reachables. Mais celle-là ici, je lui passe un unit en input parce qu'on veut être capable de générer les Reachables de plusieurs unités, de l'unité actuelle, mais aussi des autres unités quand on passe notre souris par-dessus. On va faire cette partie un peu plus tard, mais c'est pour ça ici qu'on doit aller passer une unité en input pour qu'on puisse savoir quelle unité qu'on doit regarder quand on fait notre génération de Reachables. Donc, c'est ça ici, on passe l'unité en input et de la façon que le code fonctionne en ce moment, c'est une fois que les Reachables ont été générés, ça va appeler un callback et le callback, il faut s'y attacher. Donc, pour m'y attacher, je me suis créé une nouvelle fonction ici, onPathFindingCompleted underscore Reachables, parce que ça va être le pathfinding pour les Reachables seulement qui va appeler cette fonction-là. Donc, ça ici, c'est ici qu'on va montrer les Reachables à l'écran. Donc, ici, on génère les Reachables et ensuite, on les affiche. Et bien sûr, on reçoit le path en input, mais dans le fond, ça va être le Reachable, là, ça ne sera pas le path, donc Reachables, comme ça ici. Donc voilà, on reçoit les endpoints, l'arrêt de endpoint pour les Reachables et on va pouvoir les afficher à l'écran. Et justement, on va aller s'attacher à on va attacher cette fonction-là à notre callback et on va faire ça juste une fois dans le begin play. Avant, dans notre autre action, on le faisait directement dans l'action de Generate Reachable, mais cette fois, on va le faire dans le begin play juste une fois. Ça va être suffisant. Donc, je vais juste faire ça comme ça et ici. Voilà, donc on prend notre component Grid Pathfinding Reachable parce que c'est pour les Reachables qu'on veut faire en ce moment et on connecte notre onPathFindingCompleted à notre fonction onPathFindingCompleted Reachable, ce qui est juste ici. Et finalement, comme on dit que dans l'état initial, on veut que les Reachables soient affichés dès le départ, je vais simplement générer mes Reachables dès le début. Donc, aussitôt qu'on va créer notre action, on va générer nos Reachables en utilisant l'unité qui est sélectionnée. Donc, le Player Action getSelectedUnit. On prend l'unité qui est sélectionnée et on génère les reachables dès le départ. Donc voilà. Donc maintenant, ça devrait fonctionner. On devrait, dès qu'on crée notre action, générer les reachables et ça va réappeler notre callback par après. Donc maintenant, il faut juste aller rajouter notre logique dans les deux fonctions.
Et en fait, la seule différence entre cette action-là et l'autre action précédente, c'est la partie ici. Parce que dans le fond, on ne veut pas être capable de régénérer des reachables pour une unité qui a déjà les reachables de générer. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais dans le fond, ici, je me suis fait une nouvelle variable que j'ai juste mis ici pour pouvoir me rappeler de quelle unité qui est utilisée en ce moment pour générer les reachables. Parce que, par exemple, si jamais c'est le début de notre tour, notre unité est sélectionnée, ces reachables sont visibles par défaut. Donc, on voit les reachables sont déjà visibles. Si jamais le joueur il passe sa souris par-dessus la case de l'unité actuelle, ça va essayer de régénérer les reachables pour l'unité actuelle parce qu'il passe sa souris par-dessus sa case. Donc, c'est normal qu'il essaie de la régénérer. Mais on ne veut pas que ça arrive. On ne veut pas que le joueur il régénère les reachables de l'unité actuelle pour rien. Ça va juste faire du temps de calcul pour absolument aucune raison. Donc, c'est juste pour ça que je me suis rajouté un petit check ici, juste pour faire sûr que l'unité est différente. Si c'est la même unité, on ne fera rien. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on commence la fonction. Et ensuite, le reste, c'est pas mal la même chose qu'on avait dans notre autre action d'avant. Donc, on clear les reachables de notre grille parce qu'on va en afficher des nouvelles. Donc, on enlève le state actuel. Et ensuite, l'autre chose qu'on a à faire, c'est simplement faire un find path pour qu'il commence à calculer nos reachables qu'on va ensuite pouvoir afficher. Donc, tout ça ici, je l'ai copié à partir de notre autre action. Donc, on prend notre grid pathfinding reachable. Faites sûr d'utiliser ça comme pour là parce que c'est celui-là que vous êtes attaché dans le begin play. Donc, il faut vraiment utiliser celui-là. Ensuite, on prend l'index de notre unité. Ici, j'ai remplacé mon unité sélectionnée par mon unité que j'utilise, donc Current Unit for Reachable, juste pour que ce soit un petit peu plus uniforme, c'est tout. Et ensuite, on prend tout le data de l'unité et on le passe à la fonction pour qu'elle sache quoi calculer dans le fond. Et on fait sûr de cocher le Return Reachable parce qu'on veut retourner les Reachable, évidemment. Donc voilà, c'est comme ça qu'on lui dit de calculer nos Reachable. Et une fois que tout ça, ça va être terminé, ça va appeler notre callback qui est ici, donc le onPathfinding completed Reachable. Et pour les afficher à l'écran, c'est super simple. Dans le fond, on a juste besoin de looper à travers tous nos Reachables et ajouter le state sur les cases. Donc voilà. Maintenant, on devrait pouvoir compiler, sauvegarder ça. Et une fois qu'on va utiliser cette action-là, ça devrait montrer toutes les cases qui sont reachable de chacune de nos unités lors du combat. Mais bon, pour l'instant, l'action n'est pas utilisée nulle part. Donc, il faut aller l'utiliser. Et pour l'utiliser, on va aller dans notre player action pour la sélectionner à chacun des débuts de tour de chacune de nos unités. Donc, je vais aller dans mon player et aller dans BP player action. Et ensuite, on va aller dans notre fonction onUnitTurnStarted pour sélectionner notre action qu'on veut utiliser. Donc, on peut faire un set selected action, juste comme ça ici. Puis pour l'action du clic gauche, on va sélectionner l'action combat move. Donc, action underscore CBT underscore move, juste comme ça ici. Donc, au début du tour de l'unité, on va simplement lui dire, OK, c'est maintenant ça l'action que tu dois exécuter. Et une fois que l'unité a fini son tour, par contre, on va désélectionner notre action. Donc, je vais aller dans Unit Turn Ended. Et ce que je vais faire, c'est simplement faire un autre set selected action, mais avec aucune action de sélectionner dans les deux actions. Donc, comme ça, ici, notre player ne va plus pouvoir rien faire quand c'est plus le tour de l'unité à jouer. Donc, voilà. Maintenant, si on va dans le jeu, on devrait voir le résultat. Donc, si je me rajoute des unités, donc je vais avoir un ranger ici, enfin un warrior, un priest, je peux me rajouter un poulet à quelque part ici ailleurs. Voilà. Maintenant, si je fais start combat, OK, bon, parfait. J'ai déjà mes reachables qui sont affichés à mon unité qui est ici. Et ensuite, si je fais enter, on voit que la prochaine unité a ses reachables et le chicken a ses reachables. Oh wow, il faut aller loin celui-là. Donc voilà, on a les reachables de chacune de nos unités quand on passe à travers chacune d'elles. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Parfait. Maintenant, il reste la partie à faire lorsqu'on passe notre souris par-dessus d'autres unités. On veut calculer ses reachables à la place. Donc on va aller faire ça aussi dans le Action Combat Move. Et en fait, pour faire ça, c'est super simple. On a juste besoin d'overwrite la fonction execute over action, comme ça ici. Donc maintenant, on est attaché au moment où le player bouge sa souris par-dessus une autre case. Et quand ça va arriver, ce qu'on va faire, c'est regarder s'il y a une unité sous la souris. Donc, s'il y a une unité sous la souris, on va l'utiliser pour générer nos reachables. Sinon, on va simplement générer nos reachables à partir de notre selected unit. Et voilà, donc ça devrait fonctionner pour cette fonctionnalité-là. Donc, je vais retourner dans le jeu pour voir, on va se rajouter des unités, donc une unité ici et ici. Et ensuite, si je passe ma souris par-dessus l'autre unité, on voit que maintenant, ça génère les reachables pour celle-là à la place de la première. Bon, donc ça, c'est fait. Ensuite, si je change d'unit turn, on voit que ça fonctionne même à l'opposé. Donc, parfait. Donc ça fonctionne bien. Super. La prochaine étape, ça va être de faire en sorte que ça dessine le path quand on passe notre souris par-dessus les cases, parce qu'en ce moment, ça ne le fait pas. Donc, on va aller faire ça. On retourne dans le Combat Move. Et je vais me créer deux nouvelles fonctions, donc une pour générer le path et l'autre pour m'attacher au callback quand le path a été généré, de la même façon qu'on avait fait pour nos reachables. La première fonction, je l'ai nommée GeneratePath et elle n'a pas besoin de recevoir rien en input parce qu'on va seulement générer le path pour l'unité qui est sélectionnée. Donc, c'est une fonction très simple. Et ensuite, la deuxième fonction, c'est onPathFindingCompleted underscore path et elle doit recevoir le path en input pour qu'on puisse s'attacher au callback qui se fait appeler quand le path est généré.
Et justement, on va aller s'y attacher tout de suite dans le Big and Play. Donc, je vais retourner dans l'Event Graph. Je vais déplacer mon Generate Reachable pour me faire un petit peu d'espace et ajouter mon nouveau callback ici entre les deux. Donc, je m'attache au OnPathFinding Completed de mon component Grid Pathfinding, pas celui des Reachable, vraiment celui du Pathfinding, et je le connecte à ma fonction OnPathFinding Completed _ path. Voilà, donc là, notre fonction va se faire appeler quand le path va être généré et on va pouvoir l'afficher à l'écran. Mais bon, avant de pouvoir faire ça, il faut générer le path. Donc, on va retourner ici pour générer le path. Et pour faire ça, ça va être super simple. Dans le fond, c'est le même code qu'on avait dans notre fonction findPath2Target, donc dans notre autre action qu'on avait déjà créée avant. Et ici, donc, dans générer le path, la première chose que je fais, c'est je clear le state des cases. Donc, j'enlève toutes les cases qui sont marquées comme étant dans le path en ce moment parce qu'on va en générer un nouveau. Et ensuite, on a juste à faire un find path sur notre grid de pathfinding ici. Donc, on prend notre grid pathfinding, on fait un find path, on prend notre unité qui est sélectionnée, donc vraiment l'unité que c'est à son tour de jouer. On prend l'unité qui est sélectionnée, on prend son index. Ensuite, la target va être le over index parce que notre souris vient de passer sur une autre case. Donc, on veut utiliser cette case-là pour dessiner le path et ensuite toutes les informations qu'on a besoin pour générer le path. Voilà. Donc là, on fait un find path, ça va se mettre à calculer le path et une fois que le path est terminé de calculer, ça va appeler notre fonction à cause du callback. Donc, le onPathFindingCompleted path ici, on va juste les dessiner à l'écran. Donc, pour les dessiner, on a simplement à faire un add state to tile sur chacune des cases qu'on reçoit. Donc, on reçoit toutes les paths, toutes les cases du path et ensuite on les dessine. Mais en fait, en ce moment, ça ne dessinera jamais rien parce qu'on n'appelle jamais notre fonction GeneratePath. Donc, on ne génère jamais aucun path. Donc, il faut aller l'appeler à quelque part. Et l'endroit où je me dis qu'on devrait aller l'appeler, ce serait dans notre Execute Over Action. Donc, à chaque fois que le joueur il passe sa souris par-dessus une des cases de la grille, on va essayer de générer un path et le path va dessiner si jamais il était dans la range de l'unité. Donc, ici, justement, si on n'a pas d'unité qui est over, donc si on passe vraiment notre souris par-dessus une case qui n'a pas d'unité dessus, on va générer le path. Donc, je prends mon path et je le dessine ici juste à la fin. Donc, voilà. Maintenant, on génère les reachable de l'unité qui est sélectionnée et ensuite de ça, on génère le path et ça devrait dessiner le path sur la grille. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Je vais faire play, me rajouter des unités. On va prendre le poulet juste parce que c'est un peu plus le fun d'avoir un poulet sur la grille. Et voilà. Donc, ici, j'ai mes deux unités. Si je passe ma souris par-dessus le poulet, ça dessine encore sa range. Donc, ça, c'est bien. Et ici, si je passe ma souris par-dessus mon unité de base, on voit que ça fonctionne. Et aussi, si je passe ma souris par-dessus les cases qui sont dans la range de mon unité, on voit qu'elle peut maintenant se déplacer. Et ça montre le path qu'elle suivrait si jamais on la déplace. Parfait. Donc, on voit que ça fonctionne. Et si jamais je passe ma souris sur d'autres cases, ça ne fait rien. Donc, ça, c'est très bien. Et ensuite, si je fais Enter, juste pour pouvoir avoir accès à mon poulet, on voit que maintenant, c'est ça. Le path, il commence à partir du poulet et il se déplace où je veux aller sur la grille. Parfait. Donc ça fonctionne bien et ça fonctionne bien. Là, je peux vraiment changer d'une case à l'autre, d'une unité à l'autre et ça fonctionne très bien. OK, super. Bon, la prochaine étape, ça va être de faire en sorte que si jamais je clique sur la grille, ça déplace notre unité parce qu'en ce moment, ça ne fait rien. Donc, on va aller faire ça. On retourne dans notre action. Et pour faire ça, ce qu'on va devoir faire, c'est que quand le joueur clique sur la grille, on va devoir prendre le path qui a été généré à partir de notre unité quand on dessinait le path autour de notre unité. On va prendre ce path-là, puis on va le transmettre à l'unité pour lui dire de se déplacer. Donc, pour faire ça, je vais commencer par sauvegarder ce path-là dans une variable pour ne pas devoir le recalculer à chaque fois. Donc, je vais aller dans mon onPathFindingCompletedPath et ici, la variable qu'on reçoit en input, donc le path, je vais le mettre dans une variable. Donc, je vais le promote to variable que je vais nommer GeneratedPath ici et je peux le connecter juste avant ma for each loop de cette façon. Et maintenant, on va pouvoir prendre cette variable-là et le passer à notre unité. Mais par contre, là, notre variable, elle va toujours contenir du data parce qu'on la vide jamais. Donc, on va aller juste la vider avant, juste pour faire sûr qu'on ne passe pas un path qui est invalide dans notre unité. Donc, dans GeneratePath, à chaque fois qu'on essaie de générer un nouveau path, on va clearer cette variable-là aussi. Donc, je vais juste me faire un petit peu d'espace ici, prendre ma variable et la clear avant de générer un nouveau path. Donc, clear, en même temps qu'on clear les index qui sont dessinés sur la grille, on va clearer notre variable ici. Et maintenant, là, elle est prête à être passée à notre unité. Donc, pour pouvoir la passer à l'unité au moment où le joueur clique sur la grille, il faut qu'on override la fonction execute action qui se fait appeler quand le joueur clique sur la grille. Donc, on fait notre execute action ici, on va le reconnecter au parent et ensuite, on va rajouter la logique qui va nous permettre de passer le path à notre unité. Code qui est en fait très simple, on a juste à premièrement regarder si on avait un path de générer. Donc, si la length du path est plus grande que 0, là, on veut pouvoir le passer à l'unité. On ne va pas lui passer un path qui est invalide. Et pour lui passer, on fait simplement appeler notre fonction event follow path en lui passant le generated path. Donc, on dit à notre unité, OK, voici ton path, maintenant tu peux te déplacer en le suivant. Et ensuite, une fois qu'on a utilisé le generated path, on ne veut pas pouvoir le réutiliser plusieurs fois. Donc, on va juste le clearer ici. Donc, on le passe à l'unité et ensuite, on fait juste le clear
clear parce que c'est terminé, notre unité, elle n'a plus besoin de suivre un path, elle est en train de le suivre déjà. Donc voilà, maintenant on devrait pouvoir aller tester, voir ce que ça donne. Donc je peux ajouter mes unités dans le combat ici et là. Et ensuite, je vais faire Start Combat, je peux dessiner le path, et si je clique, l'unité se déplace. Voilà, donc on dirait que ça fonctionne. OK, les Reachables ne fonctionnent pas très bien, mais l'unité au moins peut se déplacer. Donc c'est un début. Ensuite, il faudrait régénérer les Reachables, comme on a dit. Et aussi, on veut être capable de cacher les Reachables pendant que l'unité se déplace. Donc, on veut vraiment modifier la logique qu'on a en ce moment pour supporter ça. Donc, on veut cacher les Reachables pendant que l'unité se déplace. Une fois que l'unité a terminé de se déplacer, on veut les remontrer, en fait, les recalculer autour de la nouvelle endroit où l'unité se déplace. Et aussi, on veut pouvoir garder le pad visible pendant que le temps que l'unité se déplace. Donc, on a plusieurs choses à changer là. Donc, on va aller faire ça rapidement. Et pour pouvoir faire ça, on va devoir s'attacher aux callbacks qui sont à l'intérieur de l'unité au moment où elle commence à marcher et qu'elle finit de marcher. Donc, pour ça, on va avoir besoin de deux nouvelles fonctions pour le faire. Donc, nouvelle fonction, nouvelle fonction. La première fonction, je l'ai nommée onUnit started walking. Dans le fond, c'est la fonction qui va se faire appeler quand l'unité commence à marcher. Et on doit lui passer un unit as input parce que c'est la façon que le callback fonctionne. Il reçoit un unit. Et ensuite, on a la fonction qui se fait appeler quand l'unité arrête de marcher. Donc, le onUnit finished walking qui reçoit aussi un unit en input. Voilà, donc maintenant, il faut juste aller connecter ces deux fonctions-là aux deux callbacks dans le Begin Play. Donc, je vais retourner dans mon Event Graph et je vais les connecter juste ici, entre les deux, juste ici. Et les voici, donc mon callback onUnit started walking est connecté à ma fonction onUnit started walking que j'ai juste ici à gauche. Et ensuite, onUnit finished walking qui est connecté à ma fonction onUnit finished walking. Maintenant, il faut juste aller modifier les fonctions un tout petit peu pour faire ce qu'on veut et régénérer les reachables et les cacher et ainsi de suite. Et donc, pour les reachables, c'est relativement simple. On a juste à, premièrement, cacher les reachables quand l'unité commence à marcher. Donc, started walking, clear the reachables. Et ensuite, on a juste à dire aussi que notre unité qui est utilisée pour les reachables est devenue invalide parce qu'on n'utilise plus. Les reachables n'existent plus. Donc, on a juste à setter la variable à invalide. Et ensuite, quand l'unité termine de marcher, on a juste à régénérer nos reachables. Et de la façon qu'on fait ça, c'est en appelant notre overt action qui, à l'intérieur, va simplement s'occuper de régénérer les reachables de l'unité qui est sélectionnée si jamais notre souris n'était pas par-dessus une autre unité. Si notre souris était par-dessus une autre unité, eh bien, ça va générer ces reachables-là à la place. Donc voilà. C'est pour ça ici que dans le onUnit finish walking, on fait simplement appeler notre execute overt action et ça devrait fonctionner. Ça devrait régénérer les reachables quand l'unité a fini de marcher. Mais par contre, là, en ce moment, on n'a aucun moyen d'empêcher le joueur de redessiner un nouveau path ou de passer sa souris par-dessus une autre unité pendant que l'unité se déplace. C'est ce qui va régénérer les reachables entre-temps. Et donc, ça va affecter l'état de la grille. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que pendant l'unité se déplace, on affiche seulement le path de l'unité qui se déplace. On ne veut pas afficher aucune autre reachable. On ne veut pas afficher le path d'une autre unité ou des choses comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous rajouter un petit booléen. Donc, je vais me créer une nouvelle variable ici, une nouvelle variable que j'ai nommée isUnitWalking. Et on va, dans le fond, utiliser ce booléen-là pour empêcher le joueur de faire certaines actions. Donc, passer sa souris par-dessus d'autres unités et régénérer des reachables et des choses comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand l'unité finit de marcher, parce que je suis déjà dans cette fonction-là, je vais dire que l'unité n'est plus en train de marcher. Donc, isUnitWalking est égal à false parce que l'unité a fini de marcher. Et ensuite, dans la fonction isUnitStartedWalking, onUnit started walking, on va dire, OK, l'unité commence à marcher. Donc, on set le booléen quand l'unité commence à marcher, puis quand elle finit, le booléen est devenu à false. Donc, voilà, maintenant, on sait quand l'unité marche. Et maintenant, il faut juste aller utiliser ce booléen-là à deux autres endroits dans notre code. Donc, premièrement, dans notre execute overt action. Donc, ça, c'est à chaque fois que notre joueur passe la souris par-dessus une autre case, on veut l'empêcher d'exécuter le generate the reachable ou le generate path pendant que l'unité marche. Donc, c'est pour ça ici, je fais juste me rajouter isUnitWalking ici, je me fais une branch et j'exécute seulement le code si jamais l'unité n'est pas en train de marcher. Donc, pendant que l'unité ne marche pas, on peut régénérer des reachables et le path. Et ça devrait fonctionner, ça devrait empêcher le joueur de générer d'autres paths pendant que l'unité se déplace. Et le deuxième endroit où on veut mettre ce booléen-là aussi, c'est à l'intérieur de notre onPathFinding completed underscore reachable. Parce que ici, dans le fond, c'est possible que ça se fasse appeler un peu plus tard par le code. Si jamais le pathfinding, ça lui a pris une seconde ou deux à afficher les reachables parce qu'il y en avait trop, ou que c'était trop de calcul, ou que ça prenait trop de temps. Donc ici, c'est possible que cette fonction-là se fasse appeler après que l'unité ait commencé à marcher. Donc c'est pour ça ici, on va juste rajouter un isUnitWalking, la même branche, pour dire qu'on va seulement les afficher si jamais l'unité n'est pas déjà en train de marcher.
Voilà, donc ça devrait suffire pour faire en sorte qu'on affiche seulement le path que l'unité est en train de suivre dans le jeu et on devrait cacher aussi les reachables pendant qu'elle se déplace. Donc, je vais essayer avec les poulets parce que c'est ceux qui ont des plus grandes portées de mouvement et je vais faire start. Bon, OK. Donc là, ça fonctionne. Je vois ma portée, je vois mon pad. Donc ça fonctionne encore très bien. Si je passe ma souris par-dessus l'autre unité, on voit que ça fonctionne bien aussi. Là, ça calcule toutes les reachables de l'autre unité et ça fonctionne. Et si je me mets à marcher, donc on va dire je vais suivre le path jusqu'ici. Je clique, OK, voilà, donc l'unité se déplace et voilà. Donc l'unité se rend et pendant le temps qu'elle est en mouvement, le path est encore visible. Donc ça, c'est bien, c'est exactement ce qu'on veut. Et on n'est pas capable de générer d'autres reachables ou rien d'autre. Donc c'est vraiment, ça focus seulement sur l'unité qui est en train de se déplacer pendant son mouvement. Donc c'est exactement ce qu'on veut et ça fonctionne très bien quand même. Parfait. Donc ça, c'est fait. Good. Et en fait, la prochaine chose qu'on a à faire, c'est pas vraiment visible dans le jeu, donc c'est pour ça que je vous le montre pas dans le jeu, mais ça va être du côté code. Si je retourne dans mon action et que je vais dans ma fonction exécute action ici, on voit que quand on demande à l'unité de se déplacer, on passe directement le path à l'unité. Donc notre selected unit, on lui passe directement le path et on lui dit de se déplacer. Mais je crois que ça fait plus de sens de passer par le combat system à la place comme ça. Si jamais le combat system veut faire des vérifications, faire sûr que le path est valide, faire sûr que tu n'es pas en train d'essayer de tricher au jeu, donc il va pouvoir faire ça. Et ensuite, il va pouvoir finir par appeler event follow path dans l'unité pour lui dire, OK, maintenant tu peux te déplacer, j'ai fait toutes les vérifications que j'avais à faire. Donc, c'est pour ça, c'est juste pour faire sûr que dans le fond, je trouve que le code irait mieux si jamais c'était dans le combat system au lieu d'être directement dans l'unité comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner dans entry et ouvrir mon combat system. Donc, core, combat, ouvrir le combat system et me créer une nouvelle fonction pour faire ça. La fonction, je l'ai nommée moveUnit et je lui passe deux inputs. Donc, premièrement, l'unité à déplacer, l'unit, et ensuite le path qu'on veut que l'unité suive. Dans le fond, c'est les deux mêmes inputs qu'on a besoin pour passer à notre prochaine fonction et c'est justement ça qu'on va faire. Donc, on va appeler notre event follow path sur notre unité en lui passant le path. On n'a pas de validation à faire pour l'instant. On va garder ça pour plus tard. Mais pour l'instant, on peut simplement appeler notre autre fonction. On fait seulement passer par le combat system pour le faire. Et bon, maintenant que notre fonction existe dans le combat system, on peut retourner dans notre action pour l'appeler à partir de notre combat system à la place de l'appeler de cette façon. Donc, ce que je vais faire, c'est déplacer ça ici, le déconnecter et le remplacer par notre move unit qui est dans notre combat system. Donc, combat system, je passe le selected unit et ensuite le generated path. La même façon qu'on avait fait avant. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Et la dernière chose que je veux faire dans cette action-là pour aujourd'hui, c'est un petit peu de nettoyage. Donc, quand l'action se fait supprimer, j'aimerais pouvoir aussi clearer toutes les states qui sont sur la grille que l'action aurait pu rajouter pendant son temps de vie. Donc, ce que je vais faire, c'est overwriter la fonction endPlay. Donc, overwrite endPlay ici. Ça va me le créer dans mon event graph. Et ensuite, je peux ajouter un call au parent, juste pour être sûr que le parent s'exécute aussi si jamais il y en avait besoin. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est clearer nos states de nos cases. Donc, dans ma grille, je fais seulement clearer les states qu'on a rajoutés. Donc, le is reachable et le is in path. Voilà, donc maintenant, le combat devrait redevenir propre une fois que l'action se fait supprimer. Parfait, on devrait pouvoir la compiler, la sauvegarder et la fermer. On n'en aura plus besoin pour aujourd'hui. Et en fait, avant de passer à la prochaine étape, il y a un autre endroit dans le projet qui utilisait l'action de moveUnit, donc il déplaçait une unité sur notre grille. Et dans le fond, c'est dans notre action, dans Pathfinding, ici, on a l'action moveUnit onGrid. Et à l'intérieur de cette action-là, si on va dans notre fonction onPathfindingCompleted, à la fin, ici, ça demandait à l'unité de se déplacer sur la grille. Donc, à la place d'utiliser l'événement qui est directement dans l'unité, on va aussi passer par le combat system. Je crois que ça ferait plus de sens. Donc, je vais juste supprimer ça ici et le remplacer par l'événement qui est dans le combat system. Donc, dans le combat system, on appelle notre fonction moveUnit, on lui passe le current unit et le path et c'est tout. Voilà, ça ne devrait pas avoir rien brisé, tout devrait encore fonctionner. Vous pouvez aller tester si vous voulez. Mais bon, moi, j'ai quand même confiance que ça va quand même fonctionner. Donc, parfait. On peut sauvegarder et fermer cette action. Donc, voici ce qu'on a maintenant. On est capable de déplacer nos unités dans le combat, chacun sur leur tour, et ça fonctionne très bien. Mais par contre, comme on peut voir, pendant le même tour de la même unité, je peux me déplacer plusieurs fois et ça ne consomme pas vraiment de mouvement de pointe parce qu'on n'a pas encore le système qui consomme les mouvements de pointe dans notre jeu. Donc, on va aller faire ça. On va aller limiter la quantité de mouvements qu'une unité peut faire à chacun des tours. Donc, pour ça, je vais juste faire stop et on va aller dans notre unité pour aller nous rajouter cette statistique-là parce qu'on n'a pas de stats pour ça. Donc, dans SUnitDataStats, ici, je vais devoir me créer une nouvelle statistique pour les mouvements de pointe maximum. Donc, ce que je vais faire, c'est bon, je vais déplacer celle-là en bas juste parce que ça va être un petit peu plus propre, MP current à la fin ici, et je vais me rajouter un nouveau integer pour le MP max.
Donc ici, je vais juste cliquer celui-là, plus rapide, MP max, mouvement point maximum. Et le maximum par défaut, je vais dire peu importe 3, la même chose que le current, c'est pas vraiment important. Et ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est aller assigner cette statistique-là dans toutes nos unités. Donc dans la data table qui est ici, DT default unit data per type. Ici à l'intérieur, on va se rajouter les maximums de mouvements de points qu'on veut pour chacune de nos unités. Donc je vais faire ça rapidement. Et voilà, c'est fait. Donc, pour mon Warrior, j'ai mis 3 en mouvement point maximum. Ranger, j'ai mis 5. Pour mon Priest, j'ai mis 4. Mon Slime, c'est 3. Mon Chicken, c'est 10. Et mon Bat, j'ai mis 3 comme mouvement de point maximum. Parfait. Maintenant, on peut sauvegarder la data table, la fermer. Et maintenant, on va aller nous créer des fonctions dans l'unité qui va nous permettre de modifier les mouvements de points. Donc, je vais ouvrir le BP Unit et me créer quelques fonctions. Donc, 1, 2, 3, je crois, 4 fonctions. Enfin, non, on a juste besoin de 3. Donc, 3 fonctions. Et donc, pour ces 3 fonctions-là, je vais y aller quand même rapidement parce que dans le fond, c'est la même chose qu'on avait fait pour notre HP. Donc, on a le Modify Current HP et le Set Current HP ici. On va faire la même chose, mais pour les mouvements de points à la place. Donc, c'est pour ça, ça va quand même aller très rapidement. La première fonction, c'est le Set Current MP, donc combien de MP qu'on veut setter pour notre unité. On lui passe le integer en input, on lui dit, OK, voici mon nouveau nombre de MP. Et aussi, je lui passe un booléen parce que je me dis que ça pourrait être intéressant de montrer le animated number aussi pour les mouvements de points. Donc, si on gagne, on en perd, ça va être écrit la quantité qu'on vient de gagner ou perdre. Donc voilà, la première chose que je vais faire dans ma fonction ici, ça va être un petit peu différent de l'autre d'avant, mais dans le fond, ça va être de faire la différence entre le nombre de mouvements points qu'on veut appliquer à l'unité et le nombre de mouvements points que l'unité a actuellement. Et ce que je vais faire, c'est me sauvegarder ça dans une variable locale que j'ai juste ici. Donc la différence, on va utiliser cette différence-là pour afficher le animated number, justement. Donc il faut savoir combien qu'on veut écrire dans le number pour pouvoir l'afficher. Donc c'est pour ça que je le sauvegarde dans une variable avant de faire tout le restant de la logique de la fonction. Et ensuite, pour le restant de la logique, là, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait dans notre HP point. Donc ici, on essaie de modifier le nombre de mouvements de points qu'on a dans les statistiques de notre unité. Donc on modifie le MP current en utilisant le MP qu'on reçoit en input. Je fais bien sûr de le clamper entre 0 et le maximum parce qu'on ne veut pas dépasser le maximum de mouvements de points de notre unité. Et voilà, donc on le set ici, donc MP current. Et ensuite, il faut juste s'assurer de resetter la variable, dans le fond, la structure à l'intérieur de notre unit data, parce que c'est une structure à l'intérieur d'une structure, donc il faut modifier la première structure et la re-sauvegarder dans la deuxième. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ici. Maintenant, les mouvements de points sont mis à jour. Il reste seulement à afficher l'animated number si jamais on veut le faire. Donc on va continuer vers la droite ici. On va regarder si on voulait montrer le nombre à l'écran et aussi si la différence n'est pas égale à 0. Donc si jamais on ne faisait pas juste un plus 0, moins 0, on va afficher le nombre parce qu'on ne veut pas l'afficher si jamais c'est écrit 0. Ça, c'est pas intéressant. Anyway, donc c'est ça ici. Si jamais cette condition-là est à true, on va simplement spawner notre acteur de animated number en lui passant la différence. Donc on va lui dire, OK, voici ta différence, c'est ça qu'il faut que tu affiches à l'écran. Ensuite, la prochaine fonction, c'est le Modify Current MP. Donc, je vais aller à l'intérieur. Et ici, dans le fond, on lui passe deux inputs. On lui passe le modifier, même chose qu'on avait fait pour notre Modify Current HP. Et on lui passe aussi si on veut afficher le numéro ou non en haut de la tête de l'unité. Donc, ça, c'est les deux inputs qu'on reçoit en input. Et ensuite, on fait simplement appeler notre fonction setCurrentMP en lui passant notre modifier additionné avec nos mouvements de points current. On prend le nombre de mouvements points qu'on a en ce moment, on additionne le modifier et on appelle notre setCurrentMP et ça devrait fonctionner. Et finalement, la dernière fonction, c'est un resetMP et celle-là, c'est encore plus simple. On fait simplement remettre les mouvements points de l'unité à leur maximum parce qu'on veut vouloir faire ça à toutes les fins de tour, par exemple, et au début des combats, fin des combats et des choses comme ça. Donc, on veut le faire relativement souvent. Donc, c'est pour ça que je me suis fait une fonction pour le faire et c'est super simple. On a juste à appeler notre setCurrentMP en lui passant le maximum MP, donc MP max, on lui passe et comme ça va resetter les mouvements de pointe à leur maximum. Et en fait, on va aller directement l'utiliser à plusieurs endroits. Donc ici dans mon combat started, donc au début du combat, je veux resetter mes mouvements de pointe, faire sûr que mon unité a tous ses mouvements de pointe au début du combat. Ensuite, au début de son tour, on ne va pas les resetter parce que c'est possible que d'autres sorts affectent les mouvements de points de l'unité entre les tours. Donc, on ne va pas le resetter ici. Mais à la fin du tour, on va le resetter. Donc, ici, je vais aussi faire un reset mouvement de points à la fin du tour. Et finalement, à la fin du combat, pourquoi pas resetter les mouvements de points aussi. Donc, on va juste les resetter ici aussi. Voilà, donc là, notre unité devrait toujours avoir ses mouvements points qui sont reset à chaque début de tour. Et maintenant, il reste seulement à aller soustraire des mouvements points quand l'unité se déplace. Et on va aller faire ça dans le Combat System, donc juste ici dans le Move Unit.
Et pour faire ça, il suffit simplement de, premièrement, obtenir le coût du path au complet avec la fonction qu'on a eue au début de la vidéo, qu'on a créée au début de la vidéo. Et ensuite, on va juste le mettre en négatif. Donc, comme ça, on va soustraire des mouvements de pointe à notre unité. On ne va pas seulement les additionner. Donc, on prend le coût, on le met en négatif. Et ensuite, on peut simplement appeler notre fonction Modify Current MP de notre unité. Et on peut lui dire, OK, voici le modifier que tu veux appliquer. Et voilà, donc là, ça devrait soustraire les mouvements de pointe de notre unité dépendant du coût du path. Allons voir ce que ça donne. Donc, je vais me rajouter des poulets, pourquoi pas. Et ensuite, je vais faire Start Combat. Je déplace mon poulet. Ici, on voit que ça fait moins 4 parce que l'unité s'est déplacée de 4. Et maintenant, ma range de déplacement, elle est 4 de moins. Et ensuite, ici, je me déplace encore une fois, moins 1. Et maintenant, je n'ai plus de mouvement de point. Je ne peux plus me déplacer. Si je fais Enter, ça fait plus 10. L'unité a récupéré tous ses mouvements de pointe. Et maintenant, celle-là, si je me déplace, je rentre à moins 5, moins 2 ici. Et voilà, donc maintenant, je vais faire Enter et ça fait plus 9 parce que je n'avais pas utilisé tous mes mouvements de pointe. Parfait. Donc là, ça fonctionne super bien. Il y a juste quelques petits problèmes. Par contre, mon chiffre, il est rouge. Je ne veux pas qu'il soit rouge. Je veux que le rouge, ça soit seulement pour les health points. Donc, les mouvements de points, je crois qu'on va les mettre vert ou quelque chose comme ça. Et ensuite, une autre chose, c'est que dans le fond, j'aimerais mieux que le mouvement de pointe soit affiché. Dans le fond, je voudrais que le chiffre soit affiché à chacune des cases, pas seulement au début du path. Vous pouvez décider ce que vous voulez. Vous pouvez l'afficher seulement au début du path si c'est ce que vous préférez. Mais moi, je crois que je veux l'afficher à toutes les cases. Ça va être spammy, mais bon, je crois que ça va être plus intéressant. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Mais avant, on va changer la couleur du texte. Donc, allons faire ça. Et pour choisir la couleur que je veux utiliser, je vais me faire un enum parce que je crois que ça va être beaucoup plus simple d'utiliser un enum que de simplement écrire le code de la couleur à toutes les fois qu'on appelle notre fonction qui crée un animated number. Donc, pour ça, je vais aller dans mes widgets, ici, dans mes unit widgets, et me créer un nouvel enum. Donc, blueprint enum que je vais nommer e_animated color. Et je vais l'ouvrir pour me rajouter mes deux couleurs à l'intérieur. Donc, je vais avoir le rouge et le vert. Donc, red and le green. Voilà, donc maintenant j'ai mes deux couleurs, je peux fermer ça et je vais pouvoir ouvrir notre animated number, donc W animated number, pour pouvoir appliquer nos couleurs à notre texte. En ce moment, il est seulement rouge, on va pouvoir modifier sa couleur, donc on va aller faire ça ici. Et donc ici, je vais simplement commencer par me rajouter une nouvelle variable en input qui va être notre couleur. Donc j'ai ma couleur ici qui est de type e_animated number color, qui est dans le fond l'enum qu'on vient de créer. Ensuite, je vais me faire un petit peu d'espace pour pouvoir changer la couleur de mon texte juste ici entre les deux. Donc, je prends mon texte et je fais un set color and opacity. Je vais splitter la pin pour avoir accès à la couleur que je vais drag et me chercher un select. Le select va être basé sur ma couleur. Donc, si ma couleur que je reçois en input va être rouge, ben je lui passe rouge, sinon il va être vert. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va appliquer la couleur à notre widget. Donc, on peut le compiler, le sauvegarder, et ensuite, on va aller changer quelques petites choses dans le blueprint aussi. Donc, je vais retourner dans Entry ici, et on a notre BP Animated Number que je vais ouvrir. Et c'est ici, à la fin, qu'on appelle, dans le fond, notre fonction dans notre widget qui montre le chiffre à l'écran et la couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est promote ça dans une variable. Donc, promote to variable que je vais nommer color. Et cette variable-là, je vais la mettre instance éditable et expose on spawn. Comme ça, on va pouvoir facilement l'appliquer un peu partout. Voilà, donc là, on devrait pouvoir compiler, sauvegarder ces deux blueprints-là, les fermer. Et ensuite, si on retourne dans notre combat system, en fait, non, ça va être dans notre unité. Donc, je vais aller dans Modify Current Unit, Modify Current HP. Voilà, on se retrouve dans notre fonction set Current HP ici. On a notre BP Animated Number que si on refresh, on devrait avoir accès à la couleur. Donc, j'ai ma couleur ici que je peux changer pour green à la place de rouge. Et maintenant, nos chiffres à l'écran devraient être verts. Donc, si je retourne dans le jeu et que j'ajoute mes unités, donc unité ici, unité là, et que j'essaie de les déplacer maintenant, et voilà, le chiffre est vert. Parfait. Donc là, allons faire que les chiffres apparaissent à chacune des cases et non une fois au début. Et en fait, la façon que je vais faire ça, ça va être super simple. Donc, on va retourner dans le combat system. Ici, dans notre fonction move unit, ici, on lui dit qu'on veut montrer les animated numbers. Mais dans mon cas, on ne veut pas, donc on va décocher la case. Et ensuite, à la place, on va aller dans notre fonction onUnit reach new tile. Donc, à chaque fois que l'unité arrive à une nouvelle case sur la grille, on va simplement spawner un animated number manuellement juste ici. Donc, on prend l'actor location de l'unité, on spawn l'objet à cette case-là, la couleur va être vert évidemment, et on prend le tile cost de notre case que l'unité vient d'arriver dessus. Donc voilà, juste ça devrait faire en sorte que nos chiffres apparaissent à chaque fois que l'unité arrive sur une nouvelle case. Donc je vais juste me racheter des unités et tester tout ça. Donc maintenant, si je déplace mon unité, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, on voit que ça fonctionne très bien. Et en fait, la partie qui est intéressante avec ça, je trouve, c'est que si on passe sur des cases qui coûtent plus que 1, mettons, je m'en vais ici, ça fait -1, -1, ah, -2, -2, -2, -1, -1. Donc, je crois que c'est beaucoup plus intéressant comme résultat parce que maintenant, on sait combien que les cases coûtent. -3, -3.
Et voilà, donc on voit que ça fonctionne très bien. Parfait. Donc là, on a juste une dernière petite chose que j'ai le goût de changer avant de terminer la vidéo. Et dans le fond, c'est juste quelque chose qui me dérange depuis un moment et que, dans le fond, j'aimerais le réparer depuis un bout, mais on va le faire aujourd'hui. Et dans le fond, c'est juste que, dans le fond, en ce moment, l'unité, l'index de l'unité, il se déplace en même temps que l'unité se déplace. Donc, à chaque fois qu'il arrive sur une nouvelle case, l'index se fait mettre à jour. Mais c'est pas vraiment ça que je veux. J'aimerais que son index se fasse seulement updater une fois qu'il commence le pad. Donc, on sait seulement sur quelle case qui se trouve. Dans le fond, ça, c'est difficile à expliquer, mais c'est juste pour être sûr que ça ne cause pas de problème si jamais il y a plusieurs unités qui se déplacent en même temps et que les unités passent sur les mêmes cases. Des fois, ça cause des petits problèmes dans le code et que ça peut softlock le jeu un peu. Donc, à la place, ce que je vais faire, c'est directement au moment où l'unité se déplace, je vais changer son index pour que ce soit la case finale au lieu de updater son index au fur et à mesure que l'unité se déplace sur le path. Donc, on va aller faire ça rapidement dans le combat system. Et en fait, le bout de code qui est responsable de faire ça, c'est la fonction qui est juste ici, donc le setIndexOnGrid. On ne veut pas faire ça lorsque l'unité reach a new tile. On veut le faire juste quand l'unité, dans le fond, on commence à déplacer l'unité. Donc, je vais juste supprimer la fonction d'ici et je vais aller la déplacer à l'intérieur de notre fonction moveUnit à la place. Donc, ici, dans moveUnit, une fois qu'on dit à l'unité de se déplacer sur le path, on va aussi setter son index en utilisant le dernier index de notre path. Donc, juste comme ça, de cette façon. Donc, si on fait un setUnitIndexOnGrid en y passant l'index qui se trouve à la fin de notre path, ben, ça va setter directement l'index qui est à la fin du path. Donc, ça va fonctionner. Par contre, là, on a juste un petit dernier problème, c'est qu'ici, à l'intérieur du setUnitIndexOnGrid, si je m'en vais ici à l'intérieur, on modifie la location de notre unité. Donc, on déplace physiquement l'unité sur la grille au bon endroit. Et on ne veut pas vraiment faire ça dans ce cas-là parce que l'unité se déplace déjà vers cet endroit-là. Donc, on ne veut pas la snapper là-bas. Là, l'unité va revenir au début puis elle va se déplacer là-bas. Ça ne sera pas bon. Donc, ce que je vais faire ici, c'est juste une petite branche dans ma séquence. Donc, je vais me faire un if ici et je vais brancher ma condition au début juste pour qu'on puisse décider si on veut snapper la position ou non. Donc, snap location. Et voilà. Donc, comme ça, on peut décider si jamais on veut snap la location ou non de notre unité au moment où on set notre index. Et ici, faites juste faire sûr que la default value de notre snap location est à true parce que partout ailleurs dans le code en ce moment, il assume que l'unité se fait snap. Donc, c'est mieux si la valeur par défaut est à true. Comme ça ne va rien briser ailleurs dans le projet. Donc voilà, par défaut, on snap la location et ensuite, on peut juste retourner dans notre fonction moveUnit pour décocher la case parce qu'ici, vu qu'elle est cochée par défaut, elle est encore cochée. Donc, on peut juste décocher le snap location. Voilà. Donc maintenant, l'index se fait mettre à jour au tout début du path, pas pendant le path, donc vraiment au tout début. Donc, tous les index vont toujours être 100% à jour et le visuel fait seulement suivre. Donc, l'unité fait seulement suivre le visuel. Parfait. Et voilà, donc là, je viens de tester tout ce qui est dans la table de combat et ça fonctionne très bien. Mais par contre, j'ai trouvé un bug dans la table de pathfinding. Donc, si jamais on s'ajoute une unité dans cette table-là, qu'on essaie de la déplacer à partir de l'action Select Move Unit, donc je vais prendre mon unité et la déplacer, on voit que les mouvements de pointe diminuent et qu'ensuite, on se retrouve avec plus assez de mouvements de pointe pour se déplacer et c'est plus possible de déplacer l'unité. Donc ça, dans le fond, c'est juste parce qu'on reset jamais les mouvements de pointe de notre unité. Donc, on va aller faire ça rapidement dans notre action. Donc, dans mes actions, donc dans Player Action, Pathfinding, je vais ouvrir Action Move Unit on Grid et je vais aller dans ma fonction OnPathfinding Completed et dans le fond, juste après qu'on ait dit à notre unité de se déplacer, on va resetter ses mouvements de pointe. Comme ça, notre action va pouvoir continuer de fonctionner encore et encore et encore. Donc, je vais prendre mon current unit et me faire un reset MP tout de suite après. Donc, ici, ça va consommer les mouvements de pointe, mais ensuite, on va les resetter juste pour que ça fonctionne pour la suite. Et en fait, je viens aussi de me rendre compte qu'il y a un autre petit bug dans le combat system ici. Si jamais on essayait de demander à notre unité de suivre un path qui avait aucune length, donc s'il n'y a pas d'élément dans le path, si on essaie d'appeler la fonction ici, ça risque de briser des choses. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement regarder s'il y a au moins un élément dans l'array avant d'exécuter le reste du code. Donc, si on essaie de déplacer une unité dans un path qui est vide, on ne va rien faire. Bon, là, ça devrait être bon pour aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai mon poulet sur ma grille, je peux le sélectionner et le déplacer. Et une fois qu'il a fini de se déplacer, ça reset les mouvements de pointe et on peut toujours continuer de le déplacer. Parfait. Donc on a tout réparé et tout fonctionne très bien maintenant. Parfait. Et en plus, si jamais vous êtes un peu ennuyé et que vous savez rien à faire, vous pouvez toujours juste tenir le clic droit enfoncé et ça donne quelque chose d'un petit peu comme ça. Wouh, wouh, wouh. Dans le fond, on peut déplacer l'unité super rapidement un peu partout. Puis c'est quand même intéressant. Anyway, bon, je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on va se revoir dans la prochaine. Donc, bye bye!